Bonjour, je suis Myriam du Master Marketing, Design et Création Audencia Nantes, Centrale Nantes, de l'équipe Draft & Craft, et aujourd'hui nous allons voir le cours numéro 3 sur le maquettage. Le cours va d'abord débuter avec Nicolas Mainviel, directeur du Master Marketing, Design et Création, et nous allons ensuite illustrer ce cours avec l'entreprise Pulse et Pulp, entreprise que vous connaissez déjà. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième jour de Draft & Craft. Aujourd'hui on va parler de maquettage. Alors les maquettes, tout le monde en parle, personne ne sait réellement ce que ça sous-entend, quelle est réellement l'implication, tout ce qu'on peut avoir autour de la notion de maquette. Et on va commencer par définir ce que c'est que cet objet un peu particulier, notamment en l'opposant à la notion de prototype. Alors prototype, quand on regarde une norme ISO notamment, le prototype c'est le premier d'une série. Le premier d'une série qu'on va vendre, qui est donc industrialisée, qui est prête pour un usage, qui rentre dans un cadre légal, réglementaire, et qui sera donc le numéro 1, 2, 3, 4, 5, peut-être jusqu'à 9, d'une série qu'on va vendre. Donc c'est un premier élément de langage, il faut qu'on soit clair sur cette chose-là. La maquette est tout objet intermédiaire qui sera produit entre une idée et une offre, jusqu'au prototype, qui est donc le premier de la série. La notion de maquette est importante dans un cycle innovation pour une raison toute simple, c'est que quand je fais de l'innovation, et de l'innovation radicale notamment, quand je suis dans un univers incertain, quand le futur n'est pas clair, je ne sais pas où je vais avoir besoin de lever des doutes, de lever des barrières, et de me dire, tiens, sur mon marché, est-ce que mon produit, mon offre, mon business model, si on peut maqueter un business model, va être cohérent, va être adapté, à quel usage est-ce qu'il va répondre? Donc pour lever ces doutes et ces incertitudes, je vais maqueter mon business model, je vais lui donner une forme, une sensibilité, une couleur qui va me permettre de me projeter dessus, et de faire un certain nombre de choses. Alors, une maquette, ça sert principalement à trois choses. Ça sert à explorer. Donc je vais utiliser ma maquette et je vais essayer d'explorer, de chercher des choses nouvelles. Ça sert à tester. J'ai pris une maquette que j'ai construite, que j'ai plus ou moins formalisée, je vais la tester auprès d'usagers. Et ça sert à convaincre. Ça, c'est un rôle qui est très important, qu'on a tendance à oublier, qui est que la maquette, une fois qu'elle a commencé à être formalisée, je peux la prendre sous le bras et je peux essayer d'aller convaincre des gens pour obtenir du budget, pour un time to market qui soit plus rapide, ou tout simplement pour avoir un go-no-go. Pour commencer, on va prendre une dimension d'usage des maquettes qui est celle qui est la moins théorisée, la moins usitée, qui est la dimension de conviction, par opposition au test ou à l'exploration. Pour faire ça, on va prendre l'exemple de Thierry Lehmann. Alors, Thierry, il est designer chez Manitou, et il dessine des engins de chantier, des élévateurs, des tracteurs. Des engins qui sont lourds en termes d'investissement pour une entreprise, et dont la mise sur le marché est plutôt risquée. Donc il faut faire attention quand on lance ce type de produit. Et on se rend compte très rapidement, on va vous montrer une 3D tout de suite, que la première chose qu'il fait, c'est de dessiner un produit et le formaliser de manière très aboutie. Ça peut prendre la forme d'une 3D fixe, d'une vidéo, mais c'est très abouti, c'est très représentatif du produit final, voire c'est mis en scène. Et la raison pour laquelle Thierry Lehmann fait ça, c'est qu'il y a une dimension de conviction, on l'aura compris forte, par rapport aux autres parties prenantes de l'entreprise. Quand je suis un designer, que je dessine un produit, que je me projette sur quelque chose qui va mettre un an et demi, peut-être 2 ans à développer, il faut que j'emporte avec moi la conviction des autres acteurs de l'entreprise, et donc de manière indue, le budget, l'allocation de ressources et tout ce qui va avec. Et pour faire ça, je suis obligé de formaliser réellement, de manière aboutie, pour que tout le monde puisse se projeter et comprendre ce que va être le produit. On peut l'afficher au mur, on peut dire que c'est un projet qui va sortir dans 2 ans, on est quasiment sur le produit fini, et c'est plus facile pour la totalité des acteurs de comprendre ce qui est en cours. En ce qui concerne la dimension exploratoire, on va prendre un exemple un peu particulier, qui est le cas de Sylvain Maria. Alors Sylvain Maria, c'est le patron du design d'une entité d'Airbus qui s'appelle Airbus Corporate Jet Center, et qui fait des avions pour des privés. Donc ils vendent des avions et ils font la décoration. C'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas dessiner pour un privé comme on dessine pour une masse, entre guillemets. Et donc il a une démarche intéressante, il commence tous ses processus design et innovation en allant chez son client. Il ne le reçoit pas à Toulouse, au centre d'Airbus. En allant chez le client, en fait, il s'immerge. Il fait plouf. Vous avez vu ça dans le cours précédent avec l'empathie et les démarches CADI. Là, c'est exactement la même chose. Il va essayer de comprendre quels sont les besoins, les envies, les cris du cœur du client en étant chez lui. Et il va faire ça en le formalisant de manière très très simple avec des refs. En voilà un qu'on vous présente là. Et ce ref-là, il est intéressant parce qu'en fait, il a été fait en 2-3 heures à peine d'entretien avec un client. Et le client, juste sur la base de ce dessin, va valider l'ambition, l'envie, la vision, entre guillemets, du design final et de la décoration finale. Une fois qu'il a fait ça, Sylvain Maria, il repart, et il fait une 3D technique
qui va les présenter à la direction des affaires civiles, à toutes les instances techniques qui vont valider que cette décoration est acceptable dans un avion, au vu de toutes les contraintes techniques qui sont extrêmement nombreuses dans cette industrie-là. Cette 3D technique, elle va se transformer ensuite, et ensuite seulement, en 3D entre guillemets esthétique, formalisée, qui sera l'objet de contractualisation entre le client et Airbus. Donc on passe d'une maquette entre guillemets très rapide, très dirty, qui est dessinée à la main, au fil de l'eau, quasiment littéralement, entre un client et un designer, qui va générer de la conviction, mais qui reste exploratoire, puisque finalement je vais tester des choses, je vais tester des couleurs, tout en refant et au fil de l'eau, à une 3D qui va être technique, qui va me permettre de valider la pertinence et la capacité à réaliser réellement cette ambition-là, à finalement une 3D esthétique, qui va représenter et figer définitivement l'ambition du designer et du client. Dans le cas du test, on va vous montrer un exemple tout de suite. Donc il s'agit d'une maquette d'un four vapeur transportable. Alors c'est un projet totalement hypothétique, qui était un projet entre guillemets exploratoire, mais qu'il fallait quand même tester. Donc on se rend compte quand on tient ça dans sa main que c'est une maquette très intermédiaire, quick and dirty comme on dit, puisqu'elle n'est pas très formalisée, c'est pas une 3D parfaitement faite, c'est pas non plus une mousse parfaitement aboutie, mais ça va nous permettre de valider un certain nombre d'hypothèses. Première hypothèse, une hypothèse de volume. Donc c'est un four transportable, manifestement ça doit marcher dans une cuisine. Est-ce que ça rentre dans un frigo? Est-ce que ça rentre dans une étagère? Où est-ce que je peux le ranger? Est-ce que j'ai la place de l'utiliser réellement quand je suis un usager? Je vais le prendre, je vais aller chez moi, je vais le mettre chez des gens, on va vérifier cette hypothèse. Il est transportable. Est-ce que la poignée qui est là me permet de réellement le transporter? Est-ce que le poids n'est pas trop important pour la cible, pour les usagers pour lesquels il est destiné? Ceci, je peux le tester tout de suite et lever les hypothèses, ou les confirmer. Ensuite, j'ai des tests d'interaction qui sont possibles. Manifestement, je peux cuire des fruits et légumes, je peux faire des gâteaux avec, il y a un certain nombre de choses. J'ai un bouton Start qui doit avoir une dimension de sécurité. J'ai un certain nombre de réglages en termes de minutes. Tout ça, je peux tester le script d'expérience, donc la liste de points et d'interactions que je vais avoir pour utiliser mon produit, et je peux les valider, ou au contraire, les mettre à la poubelle pour avancer un petit peu plus loin. Ce qu'il faut se tenir de ces 3 premiers exemples, c'est que finalement la notion de maquette est beaucoup plus large en termes d'usage que ce qu'on va bien lui prêter en temps normal, et qu'elle peut être utilisée à des fins beaucoup plus diverses que ce qu'on fait de manière usuelle en entreprise. Il y a donc un élément d'exploration, je vais explorer, tester des hypothèses. Il y a un élément de conviction, je vais prendre ma maquette et je vais la vendre et essayer de générer de la conviction autour du projet. Il y a des éléments de test qui sont les plus connus, où je vais aller vérifier la pertinence d'un certain nombre de mes hypothèses. Alors ces choses-là, c'est un petit peu particulier, notamment dans le cas de Manitou et d'Airbus, parce qu'on se rend compte finalement que la notion de 3D aboutie intervient à 2 étapes qui sont radicalement différentes dans le processus design. Tout au début, dans le cas de Thierry Lehmann, pour Manitou, tout à la fin, dans le cas de Sylvain Maria, pour Airbus. Ce que ça veut dire, c'est que, contrairement à certaines idées reçues, l'idée de maquette, ou l'objet maquette, intervient entre une idée et la mise sur le marché d'une offre, mais n'intervient pas à un moment précis ou à un moment unique. La vie de la maquette commence justement avec cette idée et se poursuit jusqu'au prototype, c'est-à-dire avant le premier de série. Et à n'importe lequel des moments d'un processus design entre les deux, on peut être amené à produire des maquettes. Pas juste à la fin, au moment où on a fini une conception, on a commencé à modéliser et on va aller tester l'idée ou le concept. Deuxième élément d'analyse quand on se pose la question des maquettes, quelles sont les personnes qui vont être amenées à interagir ou à être partie prenante du processus de production de la maquette. La réponse est assez simple, soit je produis mes maquettes, je les crée en interne avec mes parties prenantes, soit je le fais en externe avec mes usagers, soit je le fais avec mes usagers et mes parties prenantes en interne. Dans le cas de l'interne, on peut imaginer travailler avec des gens qui soient très éloignés de la fonction créative, des commerciaux, des gens qui sont sur le terrain, qui vont faire remonter des informations et qui vont pouvoir confirmer la pertinence de certaines hypothèses ou insights. Et en externe, je vais pouvoir capitaliser sur la connaissance et les usages réels de mes clients, de mes usagers, pour faire évoluer mes maquettes et essayer de générer un petit peu d'appropriation et de conviction en interne. En conclusion donc, la notion de maquette est extrêmement riche et très diverse. Elle représente un certain nombre de réalités entre le test, l'exploration, avec des usagers, sans usagers,
en interne ou pas à différents moments du projet. Par contre, il y a quelque chose qui est commun à tous ces objets, c'est que ce sont des objets de médiation qui vont en fait cristalliser les envies et les besoins des usagers d'un côté, d'une partie prenante, de quelqu'un qui va allouer un budget, de quelqu'un qui aura une idée, qui va essayer de la pousser, générer de la conviction. Toutes ces choses-là vont être cristallisées sur un objet qui est la maquette. Je vous propose maintenant d'aller voir quelles sont les différentes typologies de maquettes qui peuvent être utilisées au sein d'un processus design. Nous avons vu la théorie avec Nicolas Mainviel. Passons maintenant à la pratique avec Pulse et Pulp. Donc du coup, effectivement, le maquettage, c'est un procédé qu'on utilise chez Pulse et Pulp. Inévitablement, à la suite de la réalisation des premières idées par des sketchs, puis par des modélisations 3D sur ordinateur, on valide avec le client et avec l'ensemble des partenaires nos maquettes, enfin nos idées par des maquettes. Prenons le cas de la carafe. Donc cette première carafe qui a été créée il y a 2 ans environ, qui est on va dire le premier bébé de l'agence en recherche et développement. Donc cette première carafe a été réalisée en impression 3D pour des questions de coût également. Ça a été beaucoup plus avantageux que de réaliser directement, alors pour le coup, un prototype avec des frais de moule. La maquette 3D a cet avantage financier qui est non négligeable. Du coup, pour cette première maquette de carafe, l'intérêt premier, ça a été de valider donc, le scénario d'usage qu'on avait défini à la base de notre projet, à savoir l'appréhension optimale d'une carafe pour des personnes à mobilité réduite, mais également pour des valides. Donc tout l'intérêt d'avoir une carafe qui puisse être utilisée de façon classique ou de façon inhabituelle, mais beaucoup plus pratique. Disruptive. Exactement. Après, il faut savoir que pour cette carafe qui a été imprimée en 3D, les échelles ne sont pas bonnes. Mais ceci nous a quand même permis de valider certaines choses. Et une fois qu'on avait validé ce concept, on est passé sur un matériau plus noble avec une autre maquette, donc celle-ci qui a été réalisée en porcelaine. Et donc l'intérêt de cette maquette, c'est qu'elle nous a permis de valider dans un premier temps, on va dire, l'aspect donc esthétique de la carafe, mais également son encombrement, donc tout ce qui est au sujet de son volume et de son encombrement volumique. En revanche, à partir du moment où on a commencé à s'intéresser aux aspects plus techniques et donc à se rapprocher des industriels, il est clairement apparu que le premier point, c'était que le coût de cette carafe en production était vraiment énorme, puisqu'il fallait faire intervenir plusieurs moules pour pouvoir réussir à sortir cette carafe en production. Et deuxième point négatif qui a été soulevé à la suite de nos tests utilisateurs pour le coup dans ce matériau qui est la céramique, c'est que la carafe était nettement trop lourde, donc inutilisable par la cible qu'on souhaitait toucher. Du coup, globalement 1 an plus tard, on a travaillé un deuxième concept à partir du même scénario d'usage. Donc c'est une déclinaison, on va dire, de ce processus sur une autre idée qui a donné lieu donc à d'autres maquettes pour tester notre idée. Donc le scénario d'usage est toujours le même, une préhension classique de la carafe par son anse et l'insertion du bras sous la carafe pour servir de l'eau en répartissant le poids de la carafe sur la partie forte du bras qui est l'avant-bras. Sur cette maquette, ce qui est intéressant de tester, encore une fois, donc c'est le scénario utilisateur que je viens de vous décrire, mais également les retours auprès des professionnels de santé, notamment les ergothérapeutes, et bien évidemment les usagers. Et ce qui est apparu clairement grâce à la maquette, c'est que donc la pente qui vient soutenir le bras sous la carafe était pas assez élevée et donc nécessitait une levée de bras qui était trop importante et donc trop handicapante pour son utilisation. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, la carafe était beaucoup trop haute, du coup il y avait une perte en stabilité. Troisième point, la carafe était donc trop haute, donc contenait beaucoup trop d'eau, donc il y avait environ 2,5 litres d'eau de contenance, donc c'était trop lourd. Et dernier point, au niveau de cette forme ici, donc la contreforme qu'on crée pour servir dans l'autre sens, pardon, lorsqu'on servait, les gouttes d'eau fuyaient le long de la main, donc c'était pas du tout agréable, pas du tout pratique lorsqu'on sert de l'eau.
Donc, à l'issue de cette maquette, on a retravaillé nos éléments, donc bien évidemment d'abord en 3D sur nos ordinateurs, puis par des petites maquettes carton au sein de l'agence. On a validé également la nouvelle pente, on va dire, de la carafe ou de la seconde maquette à réaliser via un morceau de polystyrène pour voir s'il était, quel nouvel angle il fallait adopter pour améliorer le service. Et du coup, à partir de cette première maquette et après nos nombreuses modifications en 3D, nous avons réimprimé une deuxième maquette qui est ici notre maquette définitive à ce jour. L'intérêt de cette maquette, c'est qu'elle nous a permis donc de modifier l'angle et donc de valider le nouvel angle d'appui, on va dire, de l'avant-bras sous la carafe. Elle nous a aussi permis, cette maquette, de valider l'encombrement global, donc sa hauteur, sa largeur, enfin ses dimensions. Elle nous a permis également de valider la contenance. Et enfin, elle nous a bien évidemment aussi permis de valider, on va dire, la surface qui a été réalisée, qui a été remodifiée ici pour éviter l'écoulement d'eau le long de la main. Donc voilà, vous voyez ici qu'entre la maquette numéro 1 et la maquette numéro 4, il y a 2 ans de recherche et développement qui se sont écoulés et qui ont permis, donc, à partir d'un scénario d'usage identique, de réaliser de nombreuses et de majeures modifications jusqu'à l'obtention d'un produit quasiment finalisé en termes de concept. Donc au niveau de l'aspect financier, c'est très simple entre la première et la quatrième maquette. Donc première, on était sur un coût de 80 000 € de moule, sans compter ensuite le coût de production unitaire. Et puis pour la toute dernière maquette, donc ici en plastique transparent, on est sur un coût de moule qui est divisé par 4 puisqu'on atteint à peu près les 20 000 €. Donc on voit là véritablement l'intérêt de passer par différentes phases de maquettage. Dans le même temps, l'intérêt de ce maquettage, c'était de pouvoir, comme on le disait, approcher les industriels pour qu'ils comprennent le produit, l'univers et puis nos besoins en termes de maîtrise technologique. Et enfin, pour les potentiels clients finaux, c'était aussi d'avoir pour eux quelque chose qu'ils puissent toucher, puisque amener tout simplement un visuel 3D ou un simple papier, c'est bien beau, mais quand on a quelque chose à toucher, on arrive à avancer beaucoup plus rapidement et attirer nettement plus facilement le client final. Alors au niveau du maquettage, on fait appel à 2 process de 2 niveaux de qualité différents. Un process totalement interne où on est équipé en fait en imprimante 3D. Le but du jeu de ce process interne, c'est de valider seulement les points ergonomiques et aussi d'avoir une réactivité de développement produit. Donc on va tout simplement produire soit un verre, par exemple ce verre-ci en entier, où on va tester l'attrait ergonomique, et puis ensuite juste des toutes petites parties du verre pour apporter quelques modifications. Deuxième process, c'est tout simplement d'aller sur un aspect plus qualitatif, où là on va faire appel donc à des partenaires qui sont spécialisés dans l'impression 3D et qui ont cette capacité de pouvoir imprimer sous différents matériaux plastiques, qu'ils soient transparents, de couleur, opaques, peu importe. Bien prendre en compte que le maquettage rapide a son intérêt avec les impressions 3D pour tester de manière efficiente et de manière, comme je disais, rapide les différentes évolutions produits, et ensuite on passe vraiment sur un maquettage professionnel, spécialiste, une fois qu'on a validé les différents aspects, je dirais, ergonomiques. Le maquettage est à la portée de tous. Voyons comment les élèves du Master MDC ont fait cette année. Sur un projet cette année, on voulait modéliser une application iPad dans le domaine du culinaire. Plutôt que de s'embêter à faire une représentation sur ordinateur et une fausse application, on a essayé de bricoler en carton avec du papier canson la représentation et l'ergonomie de ce que serait notre application. On a donc pu montrer aux clients les différents menus, les différentes pages et les interactions qu'il allait avoir les unes avec les autres. Facile ?
Pour ce type de maquettage, on a voulu améliorer un produit électroménager. Plutôt que de tout maqueter, de tout refaire, ce qui prend du temps, ce qui est un peu complexe. On est reparti donc du produit existant, comme vous le voyez ici, sur lequel on a aggloméré différentes parties en mousse ou en plastique, afin de proposer notre nouveau concept. Dans un projet avec l'aviation civile, on cherchait à optimiser le nombre de sièges dans un appareil. Pour cela, on avait quelques contraintes, des contraintes légales, des contraintes techniques, et la volonté du client de mettre le plus de sièges possible dans un même espace. On a recherché comment optimiser ce nombre de sièges, en faisant des dessins, en écrivant au tableau, en se faisant des projections sur ordinateur, mais ça ne représentait pas vraiment ce qui allait se passer dans la réalité. Et enfin, on a trouvé une solution très simple pour maqueter qui était d'utiliser des Legos. On a mis à l'échelle notre appareil, avec les issues de sécurité et les quelques règles indispensables, et ensuite on a représenté les sièges, les rangées, tels qu'on pouvait les mettre. Ça nous a ainsi donné plusieurs configurations, et le client a pu facilement choisir la solution qu'il préférait. On souhaitait étudier l'ergonomie de différents flacons de parfum féminins, pour pouvoir en proposer des nouveaux plus pratiques. Grâce à ta pâte à modeler, on a pu rapidement modéliser toutes les formes et vraiment se rendre compte grandeur nature. Par exemple celui-ci, déjà avec une grande main, c'est pas facile à prendre. Mais alors avec une petite main, c'est encore plus compliqué. Vous l'aurez compris, le maquettage est une étape cruciale pour faire évoluer le projet jusqu'à la commercialisation. Merci d'avoir suivi ce cours et rendez-vous sur le forum dc-explorer.audencia.com. Le mot de passe c'est MDC15.